Je suis l'âme de l'église romane Saint-Didier de Vorep. Mon visage a été taillé dans la pierre à la fin du XIe siècle par des moines venus de l'abbaye Saint-Pierre de Vienne. Depuis 900 ans, j'observe les gens et, croyez-moi, j'en ai des choses à raconter. Au XIe siècle, toute l'Europe se couvre d'un blanc manteau d'église. Ici aussi, les fidèles ont manifesté leur foi en me construisant. Mon clocher n'avait peut-être initialement que 2 étages, mais la ferveur de mes bâtisseurs s'est exprimée à travers la décoration de mes chapiteaux. Ils vous déconcertent peut-être, vous paraissent plus vieux que moi. Architecte, maçon, tailleur de pierre, chacun à sa façon a dédié son ouvrage à Dieu dans l'anonymat. Savant ou ignorant, il puisait dans la Bible le goût des images et des symboles qui expriment le mystère. Vous, hommes du XXe siècle, ne cherchez pas les clés de l'énigme, vous risquez l'erreur. Imprégnez-vous plutôt de mon histoire. Peut-être ma présence à Vorep n'est-elle pas dénuée d'arrière-pensée. À cette époque, Vorep était en effet situé à la limite méridionale d'un petit territoire appelé Sermoran. L'archevêque de Vienne et l'évêque de Grenoble se le disputaient car il était à la frontière des 2 diocèses. Je soupçonne fort l'archevêque d'avoir envoyé ici quelques moines de l'abbaye de Saint-Pierre pour y affirmer par ce prieuré fortifié ses droits sur le Sermoran. D'ailleurs, à la même date, vers 1101, son rival, l'évêque de Grenoble, fonde un monastère au-dessus de Vorep, à Chalais. Finalement, le pape tranche le conflit en 1107. La moitié nord du Sermoran dépendra de l'archevêque et la moitié sud de l'évêque de Grenoble. Le prieuré Saint-Didier appartient toujours à Saint-Pierre de Vienne, mais est intégré au diocèse de Grenoble. Dès cette époque, je fais fonction d'église paroissiale. Je suis pourtant éloigné du village, adossé, lui, un peu plus loin contre la montagne, en direction de Grenoble. À cet endroit se dresse, depuis la fin du XIe siècle, un donjon de bois au sommet d'un piton rocheux. Le dauphin, seigneur de la région, l'a fortifié au début du XIIe siècle. Le premier village de Vorep s'est blotti là, au pied de ce château delphinal, suffisamment haut pour être à l'abri des fréquentes inondations de l'Isère. Je suis moi-même hors d'atteinte de cette rivière, mais je dois craindre les colères de ces 2 affluents, la Genèse et la Roise. Je reste cependant près d'elle, car c'est ici qu'est situé le seul pont qui la franchit. Si dire que j'en ai vu passer des soldats, des pèlerins, des marchands. Bientôt, au XIIIe siècle, se développe à mes pieds un 2e petit village pour répondre aux besoins de ses passants. Le dauphin, Jean II, finit par s'y intéresser. Il est vrai que son ennemi, le comte de Savoie, qui possède déjà tout près d'ici les terres de Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Julien-de-Raz et Voiron, vient de s'emparer, le 10 juin 1314, du village de la Buisse. Me voici aux portes de la Savoie, et la Roise est la dernière barrière sur la route de Grenoble. Jean II s'inquiète. Le 13 juillet 1314, il accorde une première charte donnant aux habitants le droit de prélever quelques deniers sur la vente du vin, afin d'entretenir les murailles qui sont à mes pieds. Il complète ces avantages le 28 décembre suivant dans une 2e charte, bien plus longue. Écoutez. Nous, Jean, dauphins de Viennois, ne respirant que le plus grand avantage de nos sujets, nous donnons,
octroyons et accordons à tous les habitants présents et à venir de notre château de Vorep et, au-dessous de la ville neuve de Vorep, plusieurs libertés, franchises et immunités. En premier lieu, nous leur accordons qu'ils soient francs, libres et exempts de tout impôt de taille et de toute corvée. Nous sommes tenus de leur donner à chacun un emplacement pour y bâtir maison, cours et jardin. Nous sommes tenus de faire à nos frais les fortifications de la ville dès le début de sa construction. Ensuite, les habitants sont tenus d'entretenir et réparer les fortifications. Les remparts sont bien vite édifiés. Le pont sur la Roise est désormais bien gardé. C'était urgent, l'insécurité était si grande. Le conflit fait rage entre le Dauphiné et la Savoie. En juillet 1333, je vois même passer le dauphin Guigues VIII avec des machines de jet. Il part assiéger le château de la Perrière à Saint-Julien-Drap, non loin de Vorep. Il y trouvera la mort à l'âge de 24 ans. Ce décès va entraîner le transport du Dauphiné à la France. En effet, le dernier dauphin, Humbert II, endetté et sans héritier, vend, en 1349, son état au roi de France. Le comte de Savoie redoute son nouveau voisin. En 1355, il lui échange des terres. La frontière entre le Dauphiné et la Savoie s'éloigne alors de Vorep. La paix se fait plus sûre. Mais le nouveau village n'a pas attendu cette trêve pour se développer à l'ombre de mon clocher, ce qui fait dire à Nicolas Chaurier, historien dauphinois du XVIIe siècle, Vorep et plusieurs autres villes naissantes attiraient à elles de toutes parts des habitants et portaient dès leur naissance le nom de ville. un vrai bourg aux multiples activités économiques naît à mes pieds tandis que l'ancien village et son château sont définitivement abandonnés. De riches notables grenoblois, à partir du XVe siècle, se font construire des résidences secondaires tout près, dans le quartier Saint-Nizier. Ils y séjournent lorsqu'ils viennent visiter leurs vignobles. Ils s'y réfugient lorsque la peste frappe Grenoble. Ils fondent des chapelles qui se dressent de part et d'autre de ma nef, dans les bas-côtés. Au cours des siècles, le nombre de fidèles ne cessant d'augmenter, il faut à plusieurs reprises me consolider et m'agrandir. En 1780, je ne suis plus un prieuré, mais uniquement une église paroissiale. Je passe la tourmente révolutionnaire sans gros problème. Mon curé devient même secrétaire de mairie. Le 19e siècle est plus sombre pour moi. De nouveaux agrandissements me fragilisent et, petit à petit, de mauvaises langues me trouvent trop petite, trop haut perchée, même trop vieille. Certains croient que je vais m'effondrer. Le préfet me traite d'église gothique sans intérêt. Une cabale organisée contre moi envisage ma destruction et à coup sûr ma fermeture et mon remplacement par un édifice plus grand et mieux situé. Heureusement, le comte d'Agoult propose de me conserver en me transformant en nécropole. C'est chose faite à partir de 1863. Les propriétaires des tombes financent les travaux qui me donnent une nouvelle jeunesse, au point de m'en faire perdre mon aspect primitif. On exhausse les murs de ma nef, mon clocher gagne aussi de la hauteur. Je reste assez belle pourtant pour intéresser l'architecte en chef des monuments historiques qui, en 1907, déclare « Cette église, qui peut avoir été construite à la fin du XIe siècle, est un édifice fort simple. La sculpture des 14 chapiteaux est pure et très variée. Le clocher est également remarquable par l'arcature qui le décore. Vu l'intérêt que cet édifice présente au point de vue artistique,
Il mérite une attention particulière. Je suis donc classé monument historique le 14 octobre 1908. Il me faudra attendre jusqu'en 1991 la restauration qui me rendra ma silhouette médiévale. En 1993, c'est fait. Allégé et consolidé, je me présente à vous presque comme au temps de ma jeunesse, au sommet d'une petite ville qui a, elle aussi, gardé le charme de ses origines. Et cette tête reste le signe de ralliement de tous ceux qui s'intéressent à mon passé.